Voilà, mesdames, messieurs, j'aimerais tout d'abord remercier les organisateurs de cette journée de m'associer à vos réflexions. Ce qu'on m'a demandé ce matin, c'est en fait de donner une introduction un petit peu politique, c'est-à-dire vue du politique, quels sont les enjeux par rapport à cette problématique des compétences de base et de la citoyenneté. Alors ce que je vous propose de faire, c'est un petit survol des bases légales que le politique a donné ces derniers mois par rapport à cela, avec une perspective un petit peu de réflexion autour des débats qui ont eu lieu et vous donner un petit peu le climat qui a présidé à ces débats. Il faut tout d'abord préciser que si la thématique m'intéresse, ce n'est pas seulement pour des activités politiques, mais c'est que je préside aussi la conférence romande de la formation continue qui regroupe donc des représentants des milieux employeurs, des milieux employés, des prestataires de formation, des responsables politiques, où on essaye à l'échelle romande d'avoir des échanges sur toutes ces questions. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec plusieurs d'entre vous. Déjà, nous étions ensemble hier après-midi autour des questions de qualité dans la formation continue, et puis on se retrouve aujourd'hui pour une autre thématique. Et je m'excuse de vous imposer encore une fois mon introduction, c'est pas la même, je vous rassure, mais quand même avec un arrière-plan qui est le même. Alors, vous dire que la question de la formation des adultes dans la perspective de développement de la vie citoyenne, c'est quelque chose qui préoccupe les politiciens depuis plusieurs années, dans les années 90 en particulier. Il y a eu un très grand nombre de propositions parlementaires qui ont été faites. Ça aboutit, au début des années 2000, à l'élaboration d'un texte constitutionnel qui a été massivement voté par le peuple suisse, plus de 80% de majorité, tous les cantons étaient aussi d'accord, pour ancrer dans la Constitution le principe de la formation continue et en donnant aux collectivités publiques une certaine responsabilité dans ce domaine. Responsabilité qui s'est traduite ensuite par l'élaboration de la loi sur la formation continue, qui est une loi cadre, j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas une loi où on va trouver beaucoup de précisions, mais tout de même, pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui, on a remarqué au moment d'élaborer cette loi que concernant les compétences de base, ou comme aime les appeler Chris, les compétences clés, j'aime beaucoup cette expression parce que c'est des compétences qui doivent ouvrir des perspectives, eh bien, il y avait un vide simplement légal, d'où alors une section complète de la loi sur la formation continue, où là, on vient enfin à des choses concrètes. Là, on sort de la loi cadre, on est plutôt dans une loi qui va permettre une application. D'ailleurs, il y a une ordonnance aujourd'hui qui est en consultation pour donner un certain nombre de précisions concernant ces compétences de base. Alors, tout cela, bien sûr, fondamentalement, ça répond à une préoccupation qui est un des objectifs principaux de cette loi, c'est de promouvoir l'égalité des chances. Et dans ce sens, je vous lis juste ce qui est dit dans le préambule de la loi. On dit que en fait, l'importance de réaliser l'égalité, elle se manifeste tant au niveau des inégalités constatées entre hommes et femmes, qu'entre personnes ayant un handicap ou n'en ayant pas, et puis la thématique que nous développerons plus spécialement aujourd'hui, bien sûr, l'intégration des étrangers, mais toujours, et ça a été une constante dans les débats que nous avons eus au Parlement, dans la perspective d'améliorer l'employabilité. Et là, il y a le côté, quelque part, utilitaire de cette loi. Et on va, dans cette loi, toujours retrouver ces deux piliers. Il y a le pilier promotion de l'intégration professionnelle, puisque les compétences de base vont être le premier pas pour pouvoir rentrer dans des formations qui vont donner des qualifications professionnelles, des certifications au bout du compte. Et puis, d'un autre côté, le pilier, eh bien, ces compétences de base, c'est aussi pour développer la vie sociale et citoyenne des personnes concernées. Il y a toujours ces deux pieds, en quelque sorte, sur lesquels s'appuie cette loi. Et alors, je vais juste reprendre certains éléments de ces compétences de base. Vous le savez très bien, puisque vous êtes pour la plupart d'entre vous actifs dans ce domaine. La définition qui est donnée au niveau de la loi est une définition très light, très élémentaire, je dirais, par rapport à
ce qu'on peut trouver dans d'autres législations, d'autres pays, en particulier au niveau de l'Union européenne. On est vraiment resté à quelque chose de très, très élémentaire. C'est l'article 13 de cette loi qui précise que, en fait, on va définir les compétences de base à l'alinéa 1 de cet article en disant il s'agit de connaissances de base en lecture, en écriture. On n'a même pas signalé en langue. Alors ça va être repris dans une autre base légale aujourd'hui, c'est celle sur la nationalité. Le débat est encore en cours. La maîtrise de la langue, qui devient un argument fort en vue d'obtenir la nationalité. Mais au niveau de l'article 13, on ne la signale même pas. Et puis des compétences de base en mathématiques élémentaires et dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Puis on s'arrête là. Vous voyez que c'est assez rudimentaire. Ensuite, on précise à l'alinéa 2, et là on rejoint une problématique que signalait Chris dans son introduction, c'est que les cours destinés à l'acquisition de ces compétences doivent se présenter dans une forme proche de la pratique et relier la compétence de base visée à un contexte qui se prête à la transmission d'autres compétences utiles au quotidien. Donc il y a cette préoccupation de favoriser l'acquisition de compétences pour la vie de tous les jours, la vie quotidienne. Et dans ce sens-là, on précise même dans le commentaire qu'il faudra mettre à profit les cours pour aborder des thèmes tels que l'habitat, le travail, la santé ou les autorités, entre autres. Et on cite bien sûr les droits et devoirs des citoyens. Je vais y revenir encore dans un petit moment. Donc voilà un petit peu ce qui est donné comme contenu. Et on dit bien, on rappelle que les compétences sont nécessaires pour réussir sur le marché du travail et pour maîtriser le quotidien et participer à la vie sociale et politique. Donc vous voyez ces deux piliers qui sont toujours bien présents dans cette loi. Et alors, bien entendu, je vais encore m'attarder un tout petit peu là-dessus, la question de la citoyenneté, qu'entend-on par là, finalement ? Qu'est-ce que, dans notre société démocratique, on va mettre sous le terme de citoyenneté? Dans les débats qui ont eu lieu, on a beaucoup insisté là-dessus pour dire, eh bien, c'est, comme je l'évoquais tout à l'heure, permettre à toute personne qui veut s'intégrer ou qu'on veut intégrer dans notre société de connaître ses droits et ses devoirs pour pouvoir non seulement les connaître, mais les pratiquer. Ça, c'est une base fondamentale. Et puis, ensuite, alors, il y a une ambition quand même plus grande, c'est de dire, eh bien, ces titulaires de droits et d'obligations, eh bien, on aimerait les faire participer à la vie de la société, mais aussi au pouvoir. Et ça, en Suisse, ça joue un rôle fondamental. On veut que les personnes dans notre système puissent avoir les moyens de connaître les sujets sur lesquels ils seront appelés à se prononcer, lors de votations, par exemple. Et on sait que c'est un enjeu très important que de connaître ces contenus. C'est d'ailleurs une grosse difficulté pour nous, politiciens, que de traduire dans des questions finalement compréhensibles et relativement simples des sujets parfois très complexes sur lesquels on est appelé à voter. Et on voit dans les enquêtes qui sont faites après la votation que trop souvent, eh bien, on a une part non négligeable de la population qui n'a finalement pas voté ce qu'elle voulait défendre parce qu'elle n'a tout simplement pas compris. Et ça ne concerne pas que les étrangers qu'on veut intégrer, ça concerne vraiment l'ensemble de la population. Eh bien, ça c'est un des enjeux. Et puis également de pouvoir comprendre le discours de ceux qui veulent représenter les citoyens, puisque dans notre système d'élection, on a une démocratie plutôt représentative. Donc ça, c'est l'axe vraiment l'axe politique, en quelque sorte, de cette citoyenneté. Mais j'aimerais ajouter, et là, c'est une sensibilité qui n'est pas forcément toujours très présente au Parlement, mais en tout cas qui, personnellement, me tient vraiment à cœur, c'est celui de développer aussi un sentiment d'appartenance. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas simplement aux droits et devoirs des personnes, à une participation active à la démocratie directe représentative, mais bien entendu de pouvoir également construire ensemble un destin commun
Et là, il y a un appel, bien entendu, à une intégration qui passe aussi par cette vie sociale, par un engagement, je dirais, civique au sens large du terme, un engagement citoyen qui malheureusement se perd dans notre pays. Et là, on ne parle pas que de la population qu'on cherche à intégrer, mais j'étais pas plus tard qu'hier, en fin de journée, dans un milieu plutôt syndical, où tout le monde était un peu déprimé en disant mais les effectifs chutent, les militants vieillissent, on est dans une situation préoccupante à ce niveau-là. Puis il n'y a pas que le monde syndical, tout le monde associatif, je dirais, passe par là aujourd'hui. Et ça nous interroge, je crois, sur la promotion de ces activités associatives. Alors, pour terminer, j'aimerais juste dire que pour répondre à ces enjeux, qui encore une fois sont assez basiques, les préoccupations des politiques, vous savez, souvent on reste dans ces éléments de base, eh bien, ça passe par des contenus de cours, vous le savez mieux que moi, mais comme le laissait entendre Chris tout à l'heure, je crois qu'il y a aussi et surtout les méthodes qu'on va utiliser dans nos formations. Parce que si on veut que des personnes puissent acquérir les compétences qu'on évoquait avant par rapport à des décisions politiques à prendre, eh bien, ça veut dire qu'il faut aussi que ces personnes puissent développer une autonomie, bien sûr, dans leur réflexion, mais aussi, bien entendu, un esprit critique. Et ça passe, me semble-t-il, au niveau de la formation, des méthodes pédagogiques qu'on va utiliser, par une culture aussi de l'échange, du débat. Et ça doit aussi nous interroger, je crois, lorsque nous parlons de la nature de nos formations. Il y a les contenus, mais il y a aussi les méthodes qui doivent permettre de développer ces compétences humaines, ces compétences d'échange et de débat. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois que c'est le temps qu'on m'avait donné, mais surtout je me réjouis d'entendre l'approfondissement que va nous offrir le professeur D'Amato. Malheureusement, je regrette de ne pas pouvoir entendre les partages d'expérience, parce que c'est aussi ça qui compte, mais heureusement, la journée est enregistrée, donc je me réjouis de pouvoir avoir accès à tout cela et je vous remercie de votre attention. Merci. Merci Jacques-André.